Bienvenue chez vous aujourd'hui et jusqu'à jeudi en presqu'île de Crozon au bout du Finistère. En somme au bout de la terre ou encore là où la terre commence. Nous parlons aujourd'hui de patrimoine et parler de patrimoine sur la presqu'île, eh bien c'est ouvrir 1000 tiroirs tant il est multiple. Il y a le patrimoine bâti, militaire. Vous reconnaissez sans doute la tour Vauban de Camaret derrière moi. Eh bien ce soir il ne sera pas question de fortification mais d'un patrimoine bien plus ancien, un peu méconnu. Le patrimoine géologique, c'est parti pour un voyage dans le temps. Pour remonter le temps, j'ai rendez-vous avec Armel Ménez. Il est géologue à la Maison des Minéraux. Bonjour Armel. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le jardin des Insolites. Alors dites-moi, cette pierre par exemple, c'est quoi son histoire? Son histoire il date d'il y a plus de 500 millions d'années. Je trouve que c'est la plus vieille roche en tout cas du jardin et quasiment de Bretagne également. C'est quoi l'idée de ce jardin alors finalement? L'idée c'était de prendre un peu le contre-pied. Une roche c'est froid, c'est lourd et nous on voulait donner un peu de fantaisie à tout ça. Donc il y a une designeuse qui a travaillé là-dessus et qui a conçu ces différentes installations, ces 26 installations. Et ici on tourne autour du sandwich fait en grano diorite. Et alors, il y a une pierre également dans ce jardin qui a une importance un petit peu particulière sur la presqu'île. Elle est importante puisque c'est celle du sous-sol ici. Et c'est elle qui donne la signature bien particulière des paysages de la presqu'île de Crozon, à savoir la pointe de Pénire par exemple, ou ici au Cap de la Chèvre. C'est-à-dire que sans cette pierre, on peut la nommer, c'est du quartzite qui appartient à une formation géologique qu'on appelle la formation du grès armoricain. Et alors sans le quartzite, vous me disiez, la presqu'île ne serait pas ce qu'elle est. Elle ne serait pas ce qu'elle est. Nous, ce qu'on apprécie, en tout cas les photos, l'image d'Épinal de la presqu'île de Crozon, c'est vraiment ces falaises relativement élevées, ces falaises de roches claires, ces eaux turquoises, ces pins maritimes, etc. Et ça, c'est typiquement la signature du grès armoricain. Vous me la montrez? Elle est là-bas. Alors, cette pierre à la tête dure, là, comme vous me disiez, pourquoi l'avoir mis dans un lance-pierre finalement? On a envie de la satelliser, on a envie de l'envoyer très très loin, envoyer un message peut-être. On lance bien des bouteilles à la mer, pourquoi pas des cailloux dans l'espace. Bon, vous nous emmenez où alors? Je vous amène, allez, pointe de Pénire, Camaret, ça vous intéresse? On est parti. On y va. Allez, c'est parti. Hop. Allez, feu! Alors ici, on est sur la plage du Verriac, à Camaret-sur-Mer. Et l'intérêt du site, c'est que l'on a une coupe vraiment complète dans une série sédimentaire. Donc sur les 1000 mètres de plage, on va parcourir à peu près 50 millions d'années d'archives géologiques. Sophie Coite est docteur en biologie. Armel Ménez est géologue. Tous les deux déchiffrent les falaises comme on lit un livre ouvert. Ça se voit pas bien, mais là, on a l'impression de voir une coquille de moule là, ou de théline. Les anciens dépôts marins de sable et de vase, consolidés en grès et en schiste, se sont fossilisés au cours du temps. Imaginez effectivement que des animaux ont été emprisonnés il y a si longtemps et qu'ils sont aujourd'hui encore visibles et finement visibles, parce que quand on regarde les niveaux de détail, on voit les stries d'ornementation des coquillages. Quand on regarde les trilobites, on peut même, pour certaines espèces, voir leurs yeux. C'est complètement inimaginable que 460 millions d'années, on retrouve autant de finesse dans le trait. Quand on regarde les falaises de la presqu'île de Crozon, on voyage à l'intérieur même d'un océan qui aujourd'hui a disparu. C'est pas l'océan Atlantique qui est là à côté de nous. Il s'agit d'un autre océan qui s'est rempli au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations le long du littoral, on rencontre des parties de cet océan-là. Comme aujourd'hui se dessinent les traces des vers sur le sable mouillé, la roche garde la mémoire des cheminements de très anciens organismes marins. On peut voir là des traces qui représentent des pistes de vers, des pistes d'organismes marins, donc qui se promenaient sur le sable. Elles sont rares, donc il est important de les préserver et de les garder en place. Ici, on voit bien l'alternance. Un millefeuille de roches verticales qui a basculé lors de la formation de la chaîne de montagnes hercynienne il y a 350 millions d'années. À l'extrémité de la plage, une autre curiosité apparaît dans les blocs de calcaire, un récif corallien fossilisé. Là, il y a un élément de corail, on voit très très bien les cellules à l'intérieur, en forme hexagonale. Et puis ici, on voit les éléments plutôt branchus.
Ça atteste que le point presqu'île de Crozon, il y a 400 millions d'années, se trouvait au niveau du tropique. Donc ces roches-là, au niveau de la falaise, sont fabriquées, d'ailleurs toutes celles que l'on a vues précédemment, dans l'hémisphère sud. On connaît bien le système, ça s'appelle la dérive des continents, la tectonique des plaques. Donc les continents, l'océan avec, s'est déplacé au fur et à mesure qu'il s'est rempli. C'est parfois dans les éléments de détail qu'on peut se permettre de raconter une histoire globale. Classée site géologique d'intérêt international, la presqu'île de Crozon a candidaté auprès de l'UNESCO pour décrocher le label de Géoparc mondial, avec l'objectif de valoriser cet héritage exceptionnel. On a vu, Armelle, des fragments de fossiles étonnants sur cette plage. Mais alors, ici, au musée des minéraux, je crois qu'il y a aussi d'autres perles, si j'ose dire. Ici, on a la chance de pouvoir voir des spécimens de collection, donc des grands fossiles. Comme celui-ci, par exemple, un fossile d'arthropode, voilà, qui vivait il y a 470 millions d'années. Voilà, ce sont des fossiles de trilobites. Ce sont des organismes marins, tout comme les brachiopodes, les crinoïdes, les orthocères et également les coraux que l'on peut retrouver dans les roches d'origine sédimentaire. On raconte ici toute l'histoire de la formation de la presqu'île, de la Bretagne même. Les roches ont une histoire, elles racontent aussi l'histoire de la vie. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte de l'évolution des espèces au cours des temps géologiques. Voilà, donc les roches sont des archives, des témoins du passé. Notre voyage au pays des roches se poursuit au fond du musée, dans une salle qui abrite la plus grande collection de minéraux fluorescents d'Europe. Alors Armelle, comment se fait-il qu'il y ait des minéraux fluorescents et d'autres pas? À l'intérieur des minéraux fluorescents, il y a des éléments chimiques, comme dans les autres bien sûr, et des petits activateurs en fait, qui réagissent à la lumière ultraviolette. Donc ça réémet une lumière dans le domaine visible, du jaune, du vert, généralement des couleurs très très vives. Donc on va le voir. Ouais, c'est pas très flagrant non, là. Pas pour l'instant, mais regardez, 1, 2, 3. Wow. La magie de ce patrimoine naturel séduit aussi les artistes. Le guitariste Robin Foster a choisi Camaret comme port d'attache. Pour lui, tout a commencé ici, autour des ruines du manoir de Saint-Paul-Roux, un poète symboliste de la fin du 19e siècle. Le lieu a inspiré à Robin Foster le nom de sa série d'albums, Peninsula. Camaret a un côté très Twin Peaks de David Lynch que je suis très très fan, donc je blague toujours que c'est Twin Peaks sur mer, mais je pense qu'il y a vraiment ça, il y a un côté ilien, il y a un côté un peu hors du monde qu'on a ici, et tout le monde, je pense que tous les gens qui vivent ici, ils sont ça, c'est génial. On est sur une île, on est plus sur une île que la plupart des îles réellement. Il y a un côté spirituel, il y a un côté un peu magique. On n'arrive pas trop à définir et en même temps, on n'a pas trop envie de le définir non plus. J'aime bien ce côté un peu mystérieux, mais moi, c'est une terre d'inspiration constante. À 2 pas des ruines se trouve un autre joyau patrimonial, le site mégalithique de l'Agadjar.
Nous nous retrouvons au bout de la presqu'île, devant des pierres qui ont elles aussi sans doute beaucoup à dire. Alors pour nous en parler, je suis avec Romain Gourmelon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'architecture, vous travaillez à l'Office du tourisme de la presqu'île. Oui. Et alors ces alignements, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, est-ce qu'on sait de quand ils datent? Oui, alors on a une date à peu près précise. On est en 3000-2500 avant notre ère. En comparaison à cette même période, on construisait les pyramides sur le plateau de Gizeh. Donc c'est dire la différence de site qu'on a. On est sur un site de pierre levée, donc avec des menhirs tout autour de nous. Aujourd'hui, on en a 70. Au début du siècle, vous me disiez qu'il y en avait même beaucoup plus avant. Il y en avait même beaucoup plus, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a un premier inventaire et on en dénombre pas loin de 700. Et quand on va restaurer le site en 1928, il n'y en a plus que 70 et on va les remettre plus ou moins à leur place. On ne sait pas si la restauration a bien été faite. En tout cas, on a ces 3 alignements-là. On a un grand alignement et 2 petits alignements qui sont perpendiculaires au grand et qui sont entre eux parallèles. Comment ça se fait qu'il n'y en ait plus que 70 aujourd'hui? Alors, on ne sait pas bien. On se demande si ce ne sont pas les locaux, les Camarettois qui se sont un peu servis pour les constructions avoisinantes ou si certains ont tout simplement été détruits. En tout cas, en un siècle, au 19e siècle, parce que le premier inventaire fin 18e et restauration 1928, en un siècle, la plupart des menhirs vont disparaître. Alors vous nous avez parlé de leur positionnement, de ces fameuses lignes. Qu'est-ce qu'on sait de leur signification, de leur but? Il y a plusieurs théories. Il y a Georges Gustave Toudous, qui est un romancier historien du début du XXe siècle, qui lui va émettre une première théorie avec une fonction astronomique. Les alignements feraient référence à la constellation des Pléiades, plus précisément la constellation du Taureau. Et à l'intérieur de cette constellation du Taureau, on a le groupe de la Poussinière. La deuxième, certains spécialistes d'archéoastronomie ont remarqué que les 2 alignements, les 2 petits alignements qui sont derrière nous, qui sont parallèles, eux seraient alignés avec le lever du soleil au moment du solstice d'hiver. Donc ils se lèvent au sud-est. Aujourd'hui, il est manifestement pas levé. Il n'est pas levé, non. Et est-ce qu'on peut en dire, puisque vous êtes dans le tourisme et il y a énormément de visiteurs, on sait, qui viennent en presqu'île de Crozon, que c'est un petit peu le petit Carnac de Crozon? Oui, c'est notre petit Carnac et ce n'est pas le seul site mégalithique de la presqu'île. Alors c'est le seul site où on va avoir des alignements aussi imposants, parce que 70 c'est quand même imposant. On a des pierres qui montent jusqu'à 3 mètres de haut, mais on a d'autres sites, notamment à l'Osmar, où on a un très beau menhir qui n'est pas très loin de la pointe. On a quelques sites comme ça répartis sur l'ensemble de la presqu'île de Crozon. En effet, et puis ils sont visités par nos visiteurs. Et règne toujours un mystère autour de ces pierres. Exactement. Merci Romain Gourmelon pour cet éclairage. Merci beaucoup. C'est sur les images superbes de ce bout du monde que se termine ce premier épisode en presqu'île. Je vous donne rendez-vous demain pour parler environnement. Nous irons à la rencontre des agents des espaces naturels, mais aussi d'un couple d'éleveurs. Belle soirée sur France 3. Bonjour, bienvenue chez vous en presqu'île de Crozon. Nous parlons aujourd'hui environnement. Inutile de vous dire qu'ici la nature est tout juste exceptionnelle et c'est bien pour ça qu'elle attire beaucoup de monde. Alors en ce moment, au cœur de l'hiver, eh bien, les promeneurs sont plutôt rares. Un répit salutaire pour la nature qui a toutefois besoin d'entretien. Nous avons suivi des spécialistes du débroussaillage. Attention, moteur. À l'œuvre tout au long de l'année, 7 techniciens. Leur mission, entretenir les 200 km de sentiers et gérer les 1500 hectares d'espace naturel de la presqu'île. On favorise la bruyère là, actuellement, donc effectivement, il vaut mieux éviter de la piétiner, de trop la couper. Bon, des fois c'est un peu délicat parce qu'il faut jouer, il faut avoir un peu de dextérité. Donc voilà, là on cible surtout ce qui est arbustif. Donc les agents d'Europe, surtout les plus gros, les arbres, il y a du hou, il y a des petits chênes qui commencent aussi à prendre de la place. J'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas leur place, les petits arbres et tout ça, mais en fait c'est l'évolution aussi d'un milieu. Si ça se referme et que ça devient une forêt, là on perd tout l'intérêt de la lande qui a un habitat remarquable. Et, voilà.
Yvan Sionneau, bonjour. Vous êtes en charge des espaces naturels sur la presqu'île de Crozon. Alors, on vient de voir dans le reportage une de vos équipes en train d'entretenir une de ces landes. Alors, c'est quoi l'utilité de ces chantiers? L'utilité du chantier, c'est surtout de restaurer ces habitats qui ont une valeur patrimoniale assez forte. Historiquement, c'est des habitats qui étaient très présents sur le territoire. Aujourd'hui, ils ont tendance à se refermer et nous, on intervient pour les maintenir, essayer d'en garder quelques reliquats, ceux qui sont encore existants, éviter qu'ils disparaissent à leur tour aussi. Les maintenir pour quelles raisons alors? Pour plus de biodiversité? C'est ça, tout juste. Effectivement, les landes littorales, c'est des habitats très riches en biodiversité, parce qu'on a une grande diversité floristique déjà, et ça attire aussi beaucoup d'insectes. Et les insectes aussi vont à leur tour attirer des oiseaux, enfin il y a toute la chaîne alimentaire qui va se mettre en place, et ça va être très riche. Quand on est sur une forêt, c'est souvent des habitats homogènes, avec très peu de diversité floristique. Sous les arbres, il n'y a pas grand chose qui pousse en général. Et forcément, moins il y a d'espèces végétales, moins il y a d'espèces animales, enfin ça va ensemble, quoi. Et vous dites, sur les dernières décennies, on a laissé finalement la forêt prendre un petit peu le pas. Comment est-ce que vous expliquez ça? Exactement, ouais. Quand on regarde jusque dans les années 50, c'était des espaces qui étaient exploités, qui avaient une valeur agricole, même si c'est des milieux très pauvres. Ils étaient pâturés par les animaux ou des fois exploités pour produire de la litière aussi pour les étables en fait. Donc ils étaient entretenus par la main de l'homme. Et puis c'est vrai qu'à partir des années 50, on a un peu intensifié l'agriculture. C'est des terres qui avaient très peu de valeur agronome, hein. Donc du coup on ne pouvait pas vraiment planter de culture dessus. On a un peu laissé tomber le pâturage. Et forcément, si on laisse tomber un site, il évolue toujours de la même manière en général, vers le boisement. D'abord le fourré, comme on a derrière nous là, puis après ça va être des petits arbres qui vont se développer, puis la forêt en dernier stade, quoi. L'hiver, donc la nature est un petit peu en répit. Est-ce que c'est le bon moment du coup pour les entretenir? Exactement, c'est ça. En hiver, la nature est plus ou moins en pause, parce qu'elle ne s'arrête jamais vraiment, mais la végétation est un petit peu en repos végétatif. On a très peu d'insectes, il y en a quelques-uns qui passent l'hiver, mais très peu. Et puis les oiseaux n'ont pas encore commencé aussi à nicher. Donc du coup, on va avoir un impact moindre en intervenant en hiver qu'en plein été. En plein été, là, ça serait la catastrophe. Et l'hiver, il y a moins de visiteurs, de promeneurs pour vous permettre de travailler peut-être de façon plus tranquille. Est-ce que leur fréquentation très très importante ces dernières années crée des dégâts? C'est vrai qu'au niveau touristique, les Landes, notamment sur le côté sud du territoire, le cap de la Chèvre, il est très fréquenté. Les Landes sont très piétinées. Et la lande, c'est un habitat qui ne supporte pas le piétinement. En fait, on n'a quasiment pas de sol. Donc dès qu'on va piétiner la végétation, elle va finir par disparaître. Et le sol, une fois qu'on va marcher dessus, le peu de sol qu'il y a va être enlevé et on va arriver sur la roche. Et une fois qu'on est sur la roche, pour restaurer un habitat de lande, on va mettre peut-être 10, 15 ou 20 ans, alors qu'on aura mis un mois pour le détruire, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment important de canaliser le public, les sensibiliser à l'intérêt de ces habitats. Et puis limiter au maximum leur impact. Et c'est vrai que l'hiver, moins de touristes, donc la lande... Elle souffle un peu aussi. Elle souffle un peu aussi, voilà. Merci Yvan pour cet éclairage. Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé des images. Déjà, la presqu'île de Crozon attirait pour son côté très sauvage, mais ce n'était pas sans poser déjà quelques questions environnementales. On regarde. L'anse de Dinan, à l'extrémité de la presqu'île de Crozon. Là, face à la mer, au milieu des dunes, des dizaines de tentes et de caravanes. Pas de sanitaire, pas de point d'eau contrôlé proche. C'est un camping sauvage. C'est lui qui fait grogner les propriétaires de campings privés dont le taux de remplissage cette année n'atteint même pas les 50%. Apparemment, ce n'est pas l'argent qui détermine ces campeurs, c'est plutôt le site et surtout la manière de vivre, la liberté qui les attire. Ce sont les vraies vacances. Ça change du téléphone, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'ascenseur. Les vacances, c'est ça, c'est changer totalement ses habitudes. Oui, parce que je vois, vous êtes très isolé même par rapport aux autres campeurs. Là, c'est délibéré de votre part. Oui, mais tous les gens qui campent en camping sauvage veulent être libres et tout. Enfin, je pense que c'est pas du tout la même mentalité. Il n'y a plus, comme je vous ai dit, le rendez-vous pipi. Ça fait 15 ans qu'on vient ici, donc on vient toujours à peu près au même endroit. On voit pourquoi ça changerait, quoi. On est près de la mer, donc c'est bien. C'est surtout une question de site, le fait d'être près de la plage. Oui, surtout. Oui. Et puis dans les dunes, c'est sauvage, c'est bien, c'est nature. Alors justement, à force d'avoir des campeurs comme ça, un peu n'importe où, n'importe comment, vous n'avez pas l'impression que le site se dégrade? Non, puisqu'on vient tous les ans, en partant, d'accord, il y a les routes qui sont un peu trop creusées, un peu trop de creux, mais après, l'année d'après, ça va à peu près. Hein. Les privés s'estiment directement concurrencés par ce camping sauvage et ils se plaignent amèrement. Ils considèrent d'un côté que l'administration en fait trop. Par exemple, le camping 2 étoiles, Les Pins, a été contrôlé 2 fois sanitairement cette année.
D'un autre côté, ils se plaignent que l'administration n'en fait pas assez. Ils voudraient l'interdiction pure et simple du camping sauvage dans la région pour retrouver une clientèle qu'ils estiment perdre. Aussi ont-ils décidé de s'unir pour mieux se défendre. Enfin, quand on sait que le département aura aussi son mot à dire, puisqu'il est propriétaire de certaines parcelles de terrain, on comprend mieux la complexité de l'affaire et on ne s'étonnera pas si elle traîne un peu en longueur. Retour en 2022 avec les agents des espaces naturels. Leur mission est multiple. Une fois par mois, lorsque le coefficient le permet, Jérémy Lagadic se rend sur plusieurs sites, comme ici au Cap de la Chèvre, pour observer les phoques. Souvent, il y en a 2 autour de ces rochers. Ce jour-là, seuls les fous de bassin au loin et les cormorans sont au rendez-vous. Pour moi, c'est une passion. C'est même pas trop, j'ai envie de dire, c'est même pas un job pour moi. C'est même pas, là, pour moi, c'est même pas travailler, alors que si, je travaille. Mais c'est une passion. Ça, la presqu'île, c'est, je pense qu'on a grandi en presqu'île, qu'on est né en presqu'île, c'est un peu comme les Iliens, on est attaché à notre caillou, on va dire. Donc tel une bernique un peu, mais ouais, je ne me vois pas partir ailleurs. Non. Habituellement, le parc naturel marin compte 9 phoques autour de la péninsule et beaucoup plus, des centaines, dans les îles de la mer d'Iroise. Alors, ça va? Non, rien pour l'instant. Non. Pas de chance. Non, aujourd'hui non. Peut-être arrivé un peu trop tard, mais pour l'instant non, rien. C'est le seul endroit du territoire en mer d'Iroise sur lequel des phoques viennent au reposoir sur la côte continentale. Le parc marin souhaitait savoir si la population était plutôt en augmentation, en diminution. Et sur le Cap, ça a l'air d'être plutôt en augmentation. Donc ils voulaient avoir un suivi en gros et avoir des chiffres pour voir si le Cap pouvait devenir une colonie potentielle en fait, à l'avenir pour les phoques gris de la mer d'Iroise. Préserver les espaces tout en les exploitant, c'est aussi la mission des éleveurs. J'ai rendez-vous à la ferme de Kerguillé, à la pointe de Dinan. Bonjour. Bonjour. Je suis bien à la ferme de Kerguillé? C'est bien ici. Je suis Émilie. Bienvenue. Enchantée, Gwenaëlle. Bonjour, Vincent et Clémence. Et les 2 tout petits qui sont nés il n'y a pas longtemps avec le vétérinaire? Okay. Le couple s'est installé ici en 2016 après avoir répondu à un appel à projet du Conservatoire du Littoral. Et la Blanche-Neige. La période de l'agnelage vient de se terminer. Près de 300 agneaux ont vu le jour. Parmi eux, certains ont besoin d'un coup de pouce. Très gourmande. On a une activité où effectivement ça se termine par un abattage pour vendre leur viande, mais je me dis que le strict minimum qu'on leur doit, c'est de les élever dans des bonnes conditions et de leur offrir les meilleures conditions pour qu'elles se sentent bien. Et oui, la bientraitance pour moi c'est vraiment important. On est sur un territoire qui avant était très cultivé, enfin dans les années 50, chaque parcelle, même vraiment en bord de mer, était utilisée. Et on voit bien que le milieu s'est beaucoup refermé avec des ligneux, des pruneliers, des aubépines. Alors qu'avant, c'était cultivé, il y avait beaucoup plus d'animaux. Et nous, participer à faire revivre ça, c'est chouette. Et je pense que si les gens qui sont là à l'année sont contents de voir les animaux se déplacer, de nous entendre bosser, enfin, ça participe à l'entretien du paysage, mais c'est aussi de la vie et du lien social. Alors déjà sur les terrains, oui, il y a la flore qui se modifie petit à petit, qui s'enrichit. Et puis il y a le retour de certains oiseaux. On sait que le cravabec rouge est plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de notre arrivée. Écologue de formation, Vincent n'a pas choisi cette terre par hasard. Ces bêtes ont autant d'importance pour lui que l'entretien des parcelles. J'en avais marre du bureau d'études, d'être à un bureau, et puis de faire... Mais les conséquences d'un bureau d'études, souvent, ne sont pas forcément suivies par les décideurs. On n'a pas d'action réelle, je trouve, sur l'environnement. Alors que là, ayant pas loin de 90 hectares, j'ai une réelle action sur mes terrains,
sur les plantes qui y poussent, sur quand est-ce que je mets les animaux à pâturer, quand est-ce que je les enlève, combien de temps. Il y a le plaisir aussi d'essayer de bien faire d'un point de vue environnemental. Et il y a le plaisir de se lever le matin en ayant l'impression de servir à quelque chose. En hiver, les conditions sont parfois extrêmes pour les brebis comme pour l'homme, mais le plaisir est toujours au bout du chemin. C'est dans cet environnement à la fois puissant et époustouflant que se termine notre page consacrée à l'environnement. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle page en presqu'île de Crozon, consacrée cette fois à la jeunesse. Et croyez-moi, ici les jeunes ont tout ou presque pour se faire plaisir. Excellente soirée et à demain. Like your hair, I quite like your eyes, I quite like your breast when you undress. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode chez vous en presqu'île de Crozon, un territoire plutôt vieillissant mais où la jeunesse est bel et bien présente et investie. Alors ce soir, nous leur donnons la parole. Alors ici, beaucoup d'entre eux, vous allez le voir, ont la mer dans la peau, la glisse comme passion. Et il est vrai que quand on voit ça, eh ben, ça ne nous étonne pas. Alors pour parler surf, eh ben, je suis avec deux passionnés. Eloane et Tudy. Alors vous avez 15 ans, vous êtes nés, vous avez grandi sur la presqu'île de Crozon et le surf, alors c'est quoi pour vous? Le surf, moi ça doit faire 6-7 ans que j'en fais, pratiquement tous les jours. En été c'est un peu plus compliqué mais... Parce que y a moins de vagues, il n'y a pas les tempêtes et tout ça, donc en hiver on arrive à se rattraper un peu. Et puis après, on est dans une baie, donc on peut surfer pratiquement tout le temps. Par rapport au vent, on trouve des endroits à l'abri et des spots qui sont bien orientés par rapport à la houle et des choses comme ça. C'est un mode de vie le surf, tu dis, ça en fait partie? C'est vraiment le mot que j'aurais dit, le mode de vie, quoi. Parce que se lever le matin, se faire des 6 h du matin pour aller surfer à 7 h, se changer quand on est en hiver, se changer dans la voiture, c'est vraiment des choses à vivre, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment des trucs exceptionnels. Et puis même je trouve que c'est un beau sport, on est tout le temps, on communique avec la nature, c'est super beau moi je trouve. Plein de sensations fortes, à tel point, Eloane, je crois que tu vas faire un sport-études. Tu te vois où dans quelques années, Eloane? Je sais pas, c'est encore compliqué un peu là, à se dire, mais franchement pour cette année, les Bretagnes, si j'arrive à être qualifié pour les France, après être reconnu un peu. Et puis maintenant le surf est une discipline des JO? Ouais c'est ça, peut-être les JO après, plus tard. Et est-ce que plus tard, alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais est-ce que vous vous imaginez déjà vous installer en presqu'île pour justement peut-être avoir toujours le surf à proximité? Alors moi, de base, j'aimerais bien, pour futur métier, être prof de sport. Donc si évidemment je pouvais avoir un pied à terre ici, ce serait quelque chose de vraiment incroyable. Parce que la presqu'île c'est magique, quoi. Il y a tout à la presqu'île, on peut faire ce qu'on veut. Puis par rapport au surf c'est magique. Donc si je peux avoir un pied à terre ici. Après voyager ce serait quand même bien pour visiter des pays, pour surfer d'autres vagues qu'ici, quoi. Parce que ici c'est plutôt des vagues ventées. Puis c'est pas les perfectes conditions comme on dit, mais c'est vraiment sympa pour surfer. Grandir, être jeune sur la presqu'île de Crozon, c'est comment? Franchement je pense que c'est une chance parce que on a plein d'activités à faire plutôt facilement avec Morgat, Camaret. On peut trouver un peu toutes les conditions qu'on veut, donc je pense pour un début c'est bien. Quand on dit qu'on est éloigné de tout et qu'il y a beaucoup de personnes âgées, de personnes qui viennent passer leur retraite ici, tout ça, vous le voyez comment tout ça? Moi je suis pas vraiment d'accord. Il y a la piscine, il y a le cinéma, il y a des clubs de partout, il y a des clubs de kayak, des clubs de voile, des clubs de surf. Et non, moi je trouve que c'est vraiment une chance de vivre ici. C'est pas comme la ville, c'est sûr, mais ça change et puis moi je trouve ça bien.
et il y a le surf, on a bien compris. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, à eux aussi, la presqu'île donne des ailes. Les élèves qui se forment au métier de pilote s'entraînent pas très loin d'ici, à Lanvéoc-Poulmic, à l'école d'initiation au pilotage. On a suivi l'un des étudiants. Cette fois, c'est dans l'air que ça se passe. Et quant à vous, je vous laisse profiter. Merci. Au revoir. L'élève officier pilote Arthur, ici à droite, travaillait l'an dernier dans un restaurant des Champs-Élysées. Depuis octobre, changement de décor après une sélection ardue. Le jeune Parisien connaît aujourd'hui sa première expérience de voltige. Ok. Alright, donc ton vol aujourd'hui, le S10, tu seras à gauche, je serai à droite. Donc les Néo 200, 110 en haut et 150 maxi ici. Et l'avion va faire la boucle tout seul. T'as des questions sur la boucle ou pas de questions. Ok. On va avoir les 270 là. T'as ton capot, la verrière avec la poignée. Le but de ce qu'on fait ici, ça va être de voir si les gens peuvent ensuite devenir pilote de chasse ou pilote d'hélicoptère ou pilote de Patmar. Et le but dans un aéronef, c'est de gérer la troisième dimension. Donc pour gérer cette troisième dimension, ça va être de la voltige pour voir justement si l'élève arrive à garder quand même ses repères en étant sur le dos, sur le côté, la tête en haut, la tête en bas, et à se repérer pour pouvoir pallier aux situations futures qu'il verra dans son métier plus tard. Cours théorique, séance sur simulateur, la préparation est intense pour les 14 élèves de la promotion. Après plusieurs mois de formation, Arthur a intégré les automatismes. On sait déjà ce qu'on va nous demander. On se mentalise le vol dans notre tête. On s'imagine en train de faire la figure. Mais quand il y a une bonne mécanisation au sol, en général, ça ressort comme il faut en vol. Donc c'est comme ça qu'on essaie de se préparer. Alors la presqu'île, ce qui est remarquable pour nous, c'est qu'on a la zone qui est dédiée à l'école. Donc on n'a aucun aéronef, si ce n'est les hélicoptères de la base qui volent autour de nous. Donc de ce point de vue-là, c'est un endroit particulièrement apprécié. Ce qui est un peu moins facile, c'est la météo qui est très changeante ici et qui est parfois capricieuse. Et surtout avec des petits avions légers comme ça qui sont très sensibles au vent et aux nuages. Chaque année, seuls 20 à 30 pilotes sortent de cette école. Arthur espère être sélectionné puis se former pour devenir pilote de chasse. En attendant, la presqu'île, encore plus belle vue du ciel, parole de pilote, est un terrain d'apprentissage idéal. Ça mêle à la fois l'instruction, donc ce qu'on fait ici à la 50S, mais également le trafic militaire. Donc on a pas mal d'hélicoptères qui sont opérationnels du coup, qui peuvent décoller pour des missions de recherche, de sauvetage en mer. Donc ça mêle l'instruction et l'opérationnel. Donc nous, en tant qu'élèves et en tant qu'on espère futurs pilotes, on est tout de suite mis dans le bain et on sait ce qui se passe, quoi. Retour à présent au plaisir nautique. Depuis longtemps, les plages du Sud attirent des compétitions de haut vol. Voyez ces archives du début des années 80. Plage déserte pour romantique d'arrière-saison, vagues déferlantes et vent un peu fou pour ces dingues de funboard. Et l'homme un peu crabe des sables monte sur sa planche et l'homme et sa voile deviennent plumes colorées, bondissantes, étoiles filantes des mers. Étonnant spectacle que celui-ci offert par les audacieux professionnels engagés dans la Coupe du Monde de funboard. Le classement de cette épreuve se fait sur 3 disciplines, slalom spécial, slalom géant et saut de vague. Le classement du combiné désignant à la fin de l'année, c'est-à-dire après 5 grands prix, le champion du monde de funboard. Ce Grand Prix de Brest présente en fait le plus fort plateau mondial de la spécialité, avec une redoutable coalition germano-suisse et une équipe américaine plus artistique issue de l'école du surf californien et hawaïen. Nous avons là les 44 meilleurs coureurs du monde, c'est sûr. Ce sont les 44 professionnels, ils ne sont pas plus nombreux, des équipes professionnelles, plus 20 invités, parmi lesquels il y a aussi des gens de toutes les nationalités et une douzaine de Français. Les Français sont encore loin derrière, mais on sent que tous les ans, ils gagnent. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on aura peut-être... Ce sont des garçons très jeunes. Éric Thiémé, Raphaël Sass sont des garçons qui ont moins de 20 ans. Donc ils peuvent rapidement progresser. Ils progressent très vite d'ailleurs. Et en conclusion, donc, un grand spectacle.
Je crois que c'est un grand spectacle et en plus nous bénéficions d'un site absolument fantastique. Vous voyez, c'est une véritable tribune où le public peut venir assister. Sur les dunes, il voit pratiquement comme dans un match de football. Ces épreuves se disputent toute cette semaine sur les plages retenues en fonction de leurs bonnes conditions de vent et de vagues déferlantes à l'extrémité de la presqu'île de Crozon. Alors donc, chaussez vos bottes et allez donner un coup de chapeau à ces dingues de funboard sur leurs vagues déferlantes. Voilà de quoi inspirer peut-être la graine de champion d'aujourd'hui. Ces élèves de 5e du collège Sainte-Jeanne d'Arc suivent une section sportive surf. Alors là, on va à la piscine de Morgat pour aller nager à la place de faire du surf vu qu'on est en période hivernale. Apnée et renforcement musculaire au menu du jour. Vous faites cet échauffement, je mets en place pendant ce temps-là le petit jeu là qu'on avait fait, la patate chaude, et on finira par une sorte de water polo, pareil pour travailler la caisse, pour travailler les techniques de déplacement par rapport au surf. L'hiver, cours de météo, de secourisme et natation, il y a du boulot. On bosse plus les muscles pour bien rester sur l'eau et bien rester sur la planche. C'est qu'ils bossent sans s'en rendre compte. Ils pourraient attendre les 2 minutes et 3 minutes sans rien faire. Et là, pendant 2 minutes, on va être à fond. Donc ils bossent vachement. C'est pas mal du tout comme exercice. Et ils adorent ça en plus. L'hiver, je prends sur moi et j'essaye de faire du surf quand même un peu, mais j'essaie de bien me protéger. Et dès que je rentre chez moi, je prends ma douche. On va chauffer après. Pas de surf avec le collège en ce moment. Mais le mercredi et le week-end, les mordus de la glisse se retrouvent à la Palue. Les conditions sont un peu sportives. Il faisait plus chaud dans la piscine. L'eau, je crois, elle est à 9 degrés. Ça fait 3 ou 4 mois que je n'ai pas surfé. Ça va un peu piquer au départ, mais... Elles sont pas tip-top. Il y a beaucoup de vent et des fois par série ça bouge beaucoup. Et sinon ça peut le faire. Ça va être juste un peu compliqué de passer la barre si on se prend la série en pleine face, mais ça devrait le faire normalement. On peut le dire, les jeunes presqu'îliens n'ont pas froid aux yeux. Alors je vous propose qu'on leur laisse les vagues et l'eau froide. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau Chez vous consacré aux initiatives. Nous irons notamment dans la commune de Rosconvel, plutôt isolée mais au charme si particulier, vous le verrez. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain. Bonjour et bienvenue chez vous une nouvelle fois en presqu'île de Crozon. Nous sommes précisément aujourd'hui dans la commune de Rosconvel. En fait, c'est une presqu'île dans la presqu'île, une commune d'à peine 1000 habitants. Et alors, loin de la carte postale, en plein hiver, quand il fait ce temps-là, croyez-moi, on est content de trouver un lieu plein de vie. Je vous y emmène.
ce lieu, le voici. Élus et habitants se sont mobilisés pour conserver un commerce de proximité dans la commune. Il a ouvert il y a 5 ans. Bonjour. Bonjour madame. Alors c'est une épicerie où on peut aussi prendre un café, c'est ça? Oui, avec plaisir, installez-vous. Merci. Le bar Ravel, c'est le lieu où vous aimez bien venir avant de démarrer la journée, c'est ça? C'est ça. Voilà, parce qu'on vient voir nos amis, hein, que ce soit clients, que ce soit patrons. Et voilà, la petite bulle d'oxygène du matin avant de commencer la journée. Et qu'est-ce que ça a amené comme souffle, comme enthousiasme dans la commune, l'arrivée de ce commerce? Bah déjà, voilà, la convivialité, un lieu de rencontre. Et puis voilà, au lieu d'aller dans les grandes surfaces, et ben voilà, nous on a une petite épicerie. Quand on a besoin d'un service, on vient ici, on demande, on trouve toujours quelqu'un. Et je veux dire, il y a beaucoup d'entraide. Le fait d'être juste à côté de l'île Longue, par exemple, c'est quelque chose qui revient dans les conversations? Ça peut, enfin disons, on aura Oui, si ça pète là, ben, on sera plus là. Hein. Là on y pense avec l'actualité, mais autrement on n'y pense pas. Heureusement d'ailleurs, sinon, si on penserait qu'à ça... Après, il y a beaucoup de militaires sur la commune, donc en fait c'est quelque chose qu'on a toujours vu. Donc on vit avec. Hein. Et ça fait partie aussi de la vie de la commune? Ça fait partie de la vie, oui. Oui, vous enlevez les militaires, enfin, je veux dire, la commune, il y a quand même beaucoup moins de monde. Ça fait quand même des familles qui viennent ici. Merci à tous les deux, merci. Isolé au bout de la presqu'île, il n'est pas toujours simple de se faire soigner à Roscanvel. Les 2 infirmières libérales ont des journées bien chargées. J'ai rendez-vous avec l'une d'elles. Bonjour, je suis Gwenaëlle de France 3. Enchantée, Anne, infirmière. Merci de nous accueillir. Gilles Lesage habite ici depuis 4 ans. Il souffre d'une sclérose en plaques et a besoin de l'aide quotidienne des infirmières. Pour les rendez-vous médicaux, c'est plus compliqué. Faut pas avoir peur de faire des kilomètres. Il nous manque des médecins, il nous manque des kinés, il nous manque à peu près de tout. À Camaret, il n'y a plus qu'un médecin. À Crozon, il y en a encore quelques-uns qui partent en retraite. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est pas rassurant sur les années qui viennent. Anne Guéneron le sait bien. Avec sa collègue, elle cherche justement du renfort. En plus des soins qu'elles apportent, elles ont un rôle essentiel pour les personnes isolées et âgées. Elles amènent aussi du lien, de la vie. Bonjour. La pluie dérange un petit peu. Maintenant, allez, autour de Jean-Pierre. Non, ça mouille, hein, mais c'est froid. C'est la température extérieure. Hop. Anne est un rayon de soleil dans la journée de ses patients. Mais avec le départ imminent de sa collègue Hélène, elle est inquiète pour la suite. Les 2 femmes nous racontent. Hélène, vous êtes bientôt à la retraite et problème, personne pour vous succéder, voilà. C'est ça? J'ai commencé à poster des annonces sur Internet et à l'ordre des infirmiers déjà depuis le mois d'août. Et j'ai eu des appels, mais il y avait rarement suite. C'est difficile à trouver. Donc, Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Je pense que la vie est belle, la vie est agréable, mais on est un petit peu loin de tout. Pour la scolarité, s'ils sont des familles qui viennent avec des enfants... Pour l'école primaire, ici, il n'y a pas de problème. Mais après, dès qu'on va au collège, il faut aller à Crozon, pour lesquels il y a des bus. Mais après, pour le lycée, c'est plus compliqué. Il faut que le conjoint, s'il y en a un, trouve lui aussi du boulot dans la même période. Et ça, c'est pas aussi simple non plus. Ça, c'est encore plus difficile que la scolarité. Voilà. Anne, vous avez fait ce choix-là, vous êtes venue avec votre famille. Est-ce que ça a pesé dans votre réflexion? J'ai 2 enfants qui vont à l'école à Roscanvel, qui sont en primaire. Et puis, donc, j'ai la chance, moi, du coup, d'avoir le travail localement et mon conjoint également. Donc c'est sûr que ça simplifie beaucoup plus la vie. Mais est-ce que vous êtes posé ces questions-là en fait pour la suite quand vous êtes non? Pas du tout. Moi je voulais venir vivre ici et puis je me suis dit qu'on s'adapte. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous, donc pourquoi pas nous? Mais Anne, c'est comment d'être infirmière à Roscanvel? Eh ben c'est très bien. Voilà, il y a beaucoup de travail certes, mais nous avons des gens très gentils, un cadre très agréable, qui fait finalement oublier toutes les contraintes liées à la profession. Et non, on y est vraiment bien. C'est aussi le côté associatif et amical de Roscanvel qui rassemble énormément les gens. Donc c'est privilégié parce que j'ai travaillé dans pas mal de villes ailleurs. C'était beaucoup moins intime. J'ai jamais connu ça. Mais alors concrètement, là, si vous trouvez personne, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, une infirmière doit
prendre sa retraite à 67 ans. Mais je trouve qu'à 65, on est déjà bien fatigué. Puis c'est surtout que j'ai envie de faire plein de choses, justement, parce que faisant partie d'associations et autres, j'aimerais profiter un petit peu plus. Tant que je n'ai pas trouvé, Anne ne restera jamais toute seule, évidemment. Il faut que quelqu'un vienne le plus vite possible. Et ben c'est ce qu'on vous souhaite, alors bonne chance à toutes les deux. Merci beaucoup. Plus de la moitié des habitants sont des résidents secondaires. Un phénomène, vous allez voir, qui n'est pas nouveau. Voici un extrait d'un film tourné en 1975. Depuis que la presqu'île est ouverte, depuis que les routes se multiplient, que les landes sont crevées par les bulldozers, il y a un afflux de gens qui ne sont pas d'ici, mais qui font plus que passer. Des résidents secondaires. À regarder de près certains villages, on s'aperçoit bien vite qu'ils sont aliénés, les ruines relevées, les maisons refaites, les moulins recoiffés par des amateurs auxquels on ne saurait reprocher leurs intentions. Les écrivains et les peintres sont déjà passés, maintes fois revenus, se tirant les uns les autres par la main, le poème, le tableau, quand le chemin de fer plantait dans la presqu'île les postes avancés, pacifiques, de ces gares en style de western breton. Et puis, il y eut la découverte de Morgat par Peugeot et la promotion immobilière du merveilleux arc de sable qui s'inscrira parmi les grands comptoirs de la belle époque. Retour de nos jours. Pour accompagner les plus fragiles, une association est née il y a 2 ans. La Soupape, c'est son nom. J'ai rendez-vous avec 2 de ses fondateurs. Rompre l'isolement, c'est l'un des objectifs de l'association La Soupape. Alors je suis avec Céline Philippe et Thierry Letellier pour en parler. Merci d'être avec nous. Alors La Soupape, c'est quoi finalement l'objectif, le but de votre association ? Ben c'est ça, c'est rompre l'isolement, c'est permettre de faire du lien entre des personnes qui se côtoient peu. Il y a d'une part des personnes qui sont fragiles parce qu'elles ont un accident de la vie, parce qu'elles ont un handicap, parce qu'elles sont en fin de vie, donc un peu isolées, et des personnes ordinaires qui sont dans la vie quotidienne loin de ces personnes isolées. L'idée, c'est de faire du lien entre ces personnes-là et de pouvoir se rencontrer. Alors La Soupape, c'est parti de quelle idée, de quel constat, Thierry ? Eh ben, au départ, on est 5 personnes, 5 travailleurs sociaux, 3 éducateurs, et puis une psychologue clinicienne et une directrice adjointe dans un EHPAD. Et on est parti de nos rêves, en fait. On est parti d'un désir de construire quelque chose. Bon, il y avait un constat sur le travail social qui était difficile pour nous. On trouve que ça évolue particulièrement... Enfin, c'est pas facile. Et on est simplement vraiment... On a posé au départ juste nos envies, quoi. C'est quelque chose qui manquait sur la presqu'île ? Alors la presqu'île, c'est un territoire qui est rural, qui est très vaste et qui est assez isolé. Et c'est un territoire qui est reconnu par les instances médico-sociales, par l'agence régionale de santé. Et puis les constats qu'on connaît sur place et le territoire qu'on connaît, c'est une zone où il y a assez peu de services. Et il y a peu de services permanents. Il y a des permanences de différents services médicaux ou quoi, mais il n'y en a pas beaucoup et pas souvent. Mais alors en complément de ce qui existe, qu'est-ce que La Soupape propose ? Alors, on propose actuellement des journées de rencontre, 1 fois par mois, voilà, où on aménage un lieu, donc où il peut y avoir des jeux de société, de la cuisine et des artistes qui viennent. Nous avons eu la chance d'assister il y a quelques semaines à une restitution de cette résidence d'artistes. Je vous propose de la regarder ensemble. Des sacs, des petits, des grands, des sacs à messages, des sacs à patates. La clown Nitouche les collectionne, elle en a des sacs entiers. Bonjour. C'est mes sacs. Ça, c'est mon sac fourre-tout. Hein? Tu vois? Ah oui! Le rouge! Enjouée, en colère, triste, elle est émotive, Nitouche. C'est ce qui m'intéresse, d'être proche des gens, en fait. Et le clown, c'est ça pour moi. C'est une de ses particularités, c'est d'être en interaction. Hein. En clown, on dit qu'il n'y a pas de 4e mur, contrairement au théâtre. On est vraiment dans l'ici et maintenant avec les gens, avec ce qui se dit, avec... Donc c'est super quand il y a un public qui réagit. Des fois, quand tu cherches quelque chose dans ton sac à main, eh ben, tu ne trouves plus rien.
Entre rire et poésie, l'assemblée est séduite. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oh, merde. C'est pour ça qu'on dit, j'ai vidé mon sac. Très bien. Je trouve qu'elle avait du punch. Ça change un petit peu à l'ordinaire. Quand on est seul chez soi, vous savez, quand on n'a que la télé ou le journal à regarder, ça fait du bien de voir autre chose. Grâce au centre social, ces femmes profitent une fois par mois d'une sortie toutes ensemble. Elle vient nous chercher, elle nous ramène et puis c'est très agréable. D'accord. Depuis qu'on l'a, on s'en sort beaucoup plus. La mobilité, c'est un problème. Alors c'est un problème en presqu'île, mais c'est un problème quand on est âgé aussi. On ne conduit plus, on est seul à domicile et puis du coup rencontrer du monde c'est compliqué. Donc c'est notre rôle en tant qu'acteur social du territoire de pouvoir apporter ça à ces personnes. Un moment très chaleureux, là on l'a vu Thierry, mais je crois qu'en dehors des restitutions d'artistes, finalement, il y a aussi beaucoup d'autres choses au quotidien. Oui, on a ouvert une ligne d'écoute téléphonique en avril 2020 dans le contexte du confinement. Il y a un numéro, il y a des permanences et les gens appellent et ça a vraiment bien fonctionné lors du premier confinement. On a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui avaient besoin simplement de parler, voilà, d'avoir une écoute. Et les projets ne s'arrêtent pas là, il y en a un autre qui vous tient à cœur, Céline? Tout à fait, en fait on veut vraiment monter un lieu, un tiers-lieu, avec une vraie maison, avec un terrain autour pour pouvoir accueillir tous ces publics, donc de l'hébergement et puis du tourisme solidaire, de l'accompagnement spécialisé. Et pour ça, évidemment pour l'instant il nous manque le lieu. Alors on a quasiment trouvé un terrain, mais on a des soucis encore au niveau administratif pour avoir l'autorisation. On va avoir besoin de soutien pour acquérir ce lieu. Merci à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous. Merci. C'est sur cette touche positive que se termine notre séjour sur la presqu'île de Crozon. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et l'information continue sur France 3 Bretagne avec 7 avant l'actu ou bien pour les habitants du Finistère, votre local iroise.